En 2010, 5 tableaux ont été volés au Musée d'Art moderne de Paris. Un inconnu a pénétré dans le bâtiment pendant la nuit, a retiré des murs des œuvres de Modigliani, Picasso et d'autres grands maîtres, puis a semblé disparaître. Cette nouvelle a immédiatement fait le tour des médias du monde entier, ce qui n'est pas surprenant. Le musée touché est situé non seulement au cœur de Paris, mais littéralement en face de la tour Eiffel. Cela signifie que le bâtiment abrite non seulement une impressionnante collection d'art mondial, mais dispose également d'un système de sécurité sérieux. Comment les voleurs ont-ils réussi à entrer discrètement, à passer suffisamment de temps à l'intérieur pour dérober les lourds cadres, retirer les toiles et disparaître sans laisser de traces? Mais notre histoire ne concerne pas seulement le vol le plus audacieux. Elle traite de qui, et surtout, pourquoi, volent des chefs-d'œuvre de l'art mondial et où ils disparaissent ensuite. Revenons 13 ans en arrière, au matin du 20 mai 2010. Le directeur du Musée d'Art moderne de Paris se rendait à son travail à vélo lorsqu'il remarqua sur son téléphone plusieurs appels manqués, tous de la part du responsable de la sécurité. En rappelant, il apprit la nouvelle choquante. 5 tableaux avaient disparu du musée pendant la nuit. L'ampleur de ce qui s'était passé ne devint claire qu'à son arrivée sur les lieux. Ce n'étaient pas de simples œuvres secondaires des réserves qui avaient disparu, mais certains des principaux chefs-d'œuvre de la collection. Des œuvres de Picasso, Modigliani, Matisse, Braque. Si vous ne vous y connaissez pas en art, ces noms peuvent peu évoquer, mais il existe des catégories compréhensibles par tous, l'argent et le retentissement. Au départ, la valeur totale des œuvres volées a été estimée à un demi-milliard de dollars, puis réduite à 100 millions. Mais c'est tout de même une somme colossale. Les médias ont immédiatement qualifié cet événement de l'un des plus grands vols de l'histoire de l'art. Et ce n'est pas une exagération, surtout pour la France. Auparavant, il y avait eu des vols dans des musées, mais jamais autant d'œuvres en une seule fois. Dès le premier jour de l'enquête, le tableau général de l'incident s'est éclairci grâce aux caméras de surveillance. Au milieu de la nuit, une personne vêtue de vêtements sombres et portant un masque a brisé une fenêtre au rez-de-chaussée, a retiré plusieurs tableaux des murs, a extrait les toiles des cadres et les a emportés avec elle. Convenez-en, cela semble trop simple pour un musée de cette envergure. C'est pourquoi plusieurs questions se sont immédiatement posées. Où était la sécurité? L'alarme a-t-elle été déclenchée? Si ce n'est pas le cas, pourquoi? Et si oui, revenons à la première question. Où était donc la sécurité? Et comment une seule personne a-t-elle pu réaliser toute cette opération, si aucune autre personne n'apparaît sur les enregistrements des caméras? Étrangement, les réponses ont été trouvées le même jour. Les gardiens n'ont remarqué la disparition que dans la matinée, plusieurs heures après les faits. L'alarme ne s'est pas déclenchée, ni lorsque le voleur a brisé la fenêtre, ni lorsqu'il a retiré les toiles des murs. Et apparemment, il a agi seul. Les caméras n'ont enregistré aucun complice, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. L'histoire semblait presque cinématographique. Un voleur solitaire, sous le couvert de la nuit, pénètre dans un immense musée, dérobe 5 chefs-d'œuvre et disparaît sans laisser de traces. Une particularité était particulièrement intrigante. Ce ne sont pas des toiles au hasard qui ont été volées, mais les plus précieuses. Il s'avère que le voleur savait exactement ce qu'il cherchait ou possédait, un goût artistique impeccable. Comme il s'est avéré que les deux étaient vrais, et cela n'est qu'une partie de la vérité. La figure de ce voleur est devenue l'un des aspects les plus intéressants de l'histoire. Il s'est avéré que ce voleur avait un goût étonnamment raffiné. Selon les mots du protagoniste de notre histoire,
l'artiste Renoir voyait le monde comme s'il venait d'un royaume féerique, créant avec son pinceau une réalité parallèle. Si vous pensez que c'est une citation d'un érudit en histoire de l'art, pas du tout. Ces mots ont été prononcés par un homme d'âge moyen qui ressemble davantage à un voyou qu'à un connaisseur d'art. Il s'appelle Vran Tomic et c'est un voleur. Et comme vous pouvez l'imaginer, il ne se livrait pas à de petites escroqueries, comme le vol de téléphone dans des ruelles. Tout était bien plus élégant. Plus tard, en raison de ses méthodes acrobatiques, les journalistes surnommeront Tomic l'homme araignée. Mais cela viendra plus tard. Tout a commencé lorsqu'un pauvre adolescent bosniaque a un jour touché à la beauté, et cela a bouleversé sa vie. C'était au milieu des années 1980. Le jeune Vran, âgé de 16 ans, est entré pour la première fois au musée de l'Orangerie à Paris et y a découvert les toiles de Renoir. L'atmosphère magique de ces tableaux a frappé le jeune homme. Il a immédiatement annoncé à ses parents qu'il voulait devenir artiste. Son père s'est contenté de sourire en disant que la peinture était un hobby, pas une profession, et qu'il vaudrait mieux que son fils vienne travailler avec lui dans son garage. Bien sûr, l'adolescent a désobéi. Cependant, il n'a pas non plus commencé à peindre sérieusement. Au lieu de cela, Vran passait tout son temps avec ses amis au célèbre cimetière du Père-Lachaise. En sautant entre les tombes de Proust, Chopin et Wilde, il perfectionnait ses compétences en parcours. Bientôt, ses camarades ont trouvé une utilisation à ses compétences. Ils ont commencé à cambrioler des appartements parisiens, grimpant partout où ils le pouvaient. Avec le temps, Tomic a commencé à travailler seul. Il a appris à pénétrer dans les appartements, en forçant les serrures, puis se déplaçait avec virtuosité sur les corniches et les toits, grimpant même sur des murs verticaux. La vraie vie, bien sûr, était différente des bandes dessinées. Ici, l'homme araignée ne sauvait pas le monde, mais cambriolait des maisons riches. Dans l'affaire de Tomic, il y avait une caractéristique marquante, la minutie. Il pouvait visiter un appartement plusieurs fois, tout examiner attentivement et seulement ensuite emporter le plus précieux. Cette approche lui permettait de vivre largement. En général, Vran volait des bijoux. Paris regorge de personnes fortunées et écouler des bijoux est d'une simplicité enfantine. Chaque opération lui prenait quelques heures et les butins suffisaient pour passer 6 mois à se reposer quelque part sur la côte d'Azur. Par ailleurs, Tomic appréciait l'art, le bon vin et les fromages. La seule chose qui ne correspondait pas à l'image d'un esthète était sa garde-robe. Il portait toujours des baskets et un survêtement, et ce, bien avant que cela ne devienne à la mode. Cependant, peut-être était-ce simplement une question de confort. Sauter sur les toits en smoking n'est vraiment pas pratique. Lors de ses incursions dans des appartements étrangers, Tomic a souvent été confronté à des œuvres d'art, y compris de très coûteux tableaux. Au début, il ne les touchait pas. Ces objets sont difficiles à vendre. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Peut-être que le voleur s'est lassé de ne voler que des diamants, ou peut-être que cet amour pour la peinture, qui s'était réveillé en lui à 16 ans au musée, a repris le dessus. Dans les années 2000, il a commencé à voler aussi des toiles. Des œuvres de Georges Braque et de son cher Renoir ont disparu de plusieurs appartements. Pour atteindre l'une des toiles de Renoir, Vran a même utilisé un arc avec des flèches et une corde. Il s'est faufilé au dernier étage de l'immeuble pendant que les propriétaires dormaient. Ils n'ont rien remarqué et la valeur de ce qui a été volé à ce moment-là a dépassé 1 million d'euros. Et voilà, mai 2010. Vran Tomic se promenait le long des quais de la Seine,
devant le bâtiment du musée d'art moderne. Dans l'une des fenêtres, il aperçut un tableau d'un cubiste, mais c'est l'immense ouverture de la fenêtre qui attira le regard de ce voleur expérimenté. Il n'y avait pas de caméra de surveillance au-dessus, et les serrures du cadre lui semblaient très familières. Il savait déjà comment les forcer. Un plan est immédiatement né dans son esprit. En général, les grands musées ressemblent à des forteresses. Il ne s'agit même pas des gardiens âgés, mais de la sécurité. À l'entrée, des détecteurs de métaux, des agents de sécurité, à l'intérieur comme à l'extérieur, des caméras, des détecteurs de mouvement partout. Dans un grand musée, il suffit que quelqu'un s'approche trop près d'un tableau pour que l'alarme se déclenche, encore moins pour le retirer du mur. Cambrioler un musée, surtout un comme le musée d'art moderne de Paris, est une tâche complexe. Cependant, même dans les bâtiments les plus protégés, il existe des talons d'Achille. C'est précisément ce que Vran a décidé de repérer ce jour-là. Il a remarqué qu'il n'y avait pas de caméra au-dessus d'une des fenêtres du premier étage, bien qu'il ait vu une autre caméra à proximité. Heureusement, le champ de vision de cette caméra était obstrué par le parapet du toit. En y regardant de plus près, Tomik a découvert sous la vieille peinture de faibles boulons qui maintenaient le bloc de fenêtre une vulnérabilité étrange. Cela signifiait que retirer la fenêtre et se faufiler à l'intérieur n'était pas si compliqué. Mais cela ne constituait que la moitié du travail, car à l'intérieur, il y avait la sécurité et l'alarme. Pour évaluer la situation, Tomik est entré dans le musée en tant que visiteur ordinaire. À l'intérieur, il a été submergé par des émotions. Selon ses propres mots, il ressentait littéralement des vibrations particulières émanant de certaines toiles. Il avouait n'avoir jamais lu de livre sur l'art de sa vie, mais il avait toujours su apprécier la bonne peinture. De plus, à ce stade, il percevait déjà le vol comme un processus créatif nécessitant de l'imagination, une certaine magie et, bien sûr, une attention aux détails. Et c'est précisément les détails qu'il cherchait dans les salles du musée. La découverte la plus importante fut celle des détecteurs de mouvement. En passant à côté, Vran remarqua une chose curieuse. L'indicateur sur le capteur restait allumé en vert, même en présence de mouvement à proximité. En général, la lumière s'allume en rouge si quelqu'un passe, mais certains détecteurs du musée ne semblaient clairement pas fonctionner. Ce détail a définitivement convaincu Tomik qu'il était possible de cambrioler le musée. Une semaine avant le cambriolage, Vran s'est présenté au musée, dans l'obscurité, pour observer le travail de la sécurité de l'extérieur. Il a découvert qu'au petit matin, après avoir effectué une courte ronde dans les salles vides, les gardiens se dispersaient. C'est alors que Tomik a commencé son travail minutieux. Il a commencé à dévisser les fixations de la fenêtre, boulon par boulon. Il est revenu plusieurs nuits de suite, affaiblissant progressivement toutes les vis et masquant les traces avec un mastic de la couleur du cadre. Et voilà, dans la nuit du 20 mai, alors que la ville dormait, la phase finale de l'opération a commencé. Tomik a silencieusement retiré la fenêtre sur laquelle il avait tant travaillé, a coupé le verrou intérieur et est entré dans le musée. Là, il a fait un tour d'horizon, contournant soigneusement les quelques détecteurs qui étaient en état de marche. Après cela, le voleur est ressorti dans la rue et s'est éloigné vers les quais pour attendre. Il a patienté 15 minutes, s'est assuré que l'alarme ne s'était pas déclenchée, puis est retourné à l'intérieur pour récupérer son butin. Vran a retiré 5 tableaux sélectionnés des murs et a sorti les toiles de leur cadre.
Il convient de noter que ce n'est pas aussi simple et rapide qu'il n'y paraît. Mais Tomic ne se pressait pas. Il savait que les gardiens avaient déjà effectué leur ronde nocturne et ne viendraient pas dans la salle jusqu'au matin. Par la fenêtre, il a soigneusement transporté les toiles, enroulées vers la voiture, garée non loin. Il comprenait qu'il ne fallait pas rester une seconde de plus sur les lieux du crime. Cependant, Vran n'a pas touché à un tableau. La femme aux yeux bleus de Modigliani. Selon Tomic, il avait déjà tendu la main pour l'enlever, mais soudain, il a ressenti un froid intérieur. Il semblait que la toile lui disait qu'il ne se le pardonnerait jamais. Bien sûr, ce n'était qu'une légende du voleur lui-même. Ce qui s'est réellement passé entre lui et la femme aux yeux bleus, nous ne le saurons jamais. Le fait est qu'elle est restée accrochée à sa place. À la place, Tomic a emporté une autre toile de Modigliani, la femme au éventail. Apparemment, cette dame s'est révélée beaucoup moins bavarde. L'opération a réussi. La nuit à Paris était calme, et dans le coffre de la Peugeot de Tomic reposaient 5 chefs-d'œuvre de la peinture mondiale. La question suivante était de savoir où les mettre. Vran Tomic n'appréciait tout de même pas l'art haut de gamme, au point de conserver les toiles dans son sous-sol, simplement pour les admirer. Cela peut sembler étrange, mais voler des tableaux coûteux ne garantit pas du tout un profit fabuleux. Beaucoup ont vu des images d'enchères où des chefs-d'œuvre se vendent pour des millions, des dizaines de millions, voire des centaines de millions de dollars. Mais le hic, c'est que c'est un marché légal. Il est impossible de simplement voler un tableau célèbre dans un musée ou une collection et de l'exposer immédiatement chez Sotheby's. Et pourtant, les vols d'œuvres d'art se produisent avec une régularité enviable. Il y a à peine quelques années, un tableau de Van Gogh a été volé aux Pays-Bas. En 2007, c'était un Picasso au Brésil. En 2004, en Norvège, le célèbre Cri d'Edvard Munch. Et ce ne sont là que quelques exemples. Au cours des dernières décennies, plusieurs dizaines de vols retentissants de chefs-d'œuvre connus ont eu lieu, et dans très peu de cas, les disparitions ont pu être récupérées. Le record appartient sans doute au vol de 1990. À cette époque, une demi-douzaine de raretés a été dérobée du musée Isabella Stewart Gardner à Boston, y compris le seul paysage maritime de Rembrandt, ainsi que des œuvres de Vermeer, Degas, Monet et d'autres. La valeur totale des disparitions est estimée à un demi-milliard de dollars. Au fil des ans, la récompense pour des informations les concernant a grimpé à 10 millions. C'est exactement ce qui est promis pour toute information qui pourrait aider à retrouver les tableaux. Pas pour les tableaux eux-mêmes, mais simplement pour une piste. Cependant, ni les tableaux, ni des pistes concrètes n'ont été retrouvés jusqu'à présent. L'affaire reste non résolue. On ne sait toujours pas qui étaient ces deux individus qui, sous prétexte d'être des policiers, sont entrés dans le musée la nuit, ont ligoté les gardiens et ont volé les chefs-d'œuvre. En général, il est souvent possible d'arrêter les voleurs eux-mêmes, mais les toiles disparaissent littéralement après de telles incursions. Cependant, la longue histoire des vols d'art permet de formuler plusieurs hypothèses sur ce que deviennent ensuite les chefs-d'œuvre volés. La première hypothèse, les toiles sont utilisées comme garantie sur le marché noir. Dans certains pays, il existe des départements de police spécialisés dans les crimes liés à l'art, et les enquêteurs savent que les tableaux volés ont longtemps été adoptés par des cartels, des mafieux et d'autres structures criminelles. Le schéma est le suivant. Certains bandits souhaitent acheter quelque chose d'illégal à d'autres bandits, des armes, des drogues, etc. Mais la somme nécessaire n'est pas à portée de main. Alors l'acheteur remet au vendeur
un chef-d'œuvre volé en tant que garantie. C'est logique. La valeur d'un tableau célèbre est élevée, des centaines de milliers ou des millions de dollars. Plus tard, une fois qu'il a entièrement payé, il récupère sa garantie et peut l'utiliser lors de la prochaine transaction. Je pense que même Rembrandt lui-même n'aurait jamais imaginé quel usage si inhabituel ses créations trouveraient au XXIe siècle. Cette hypothèse explique pourquoi de nombreuses toiles volées disparaissent sans laisser de traces. Tout d'abord, elles passent d'une main criminelle à une autre et peuvent rester cachées pendant des décennies. Ensuite, le milieu criminel est dangereux. Les participants à de telles affaires meurent souvent avant d'avoir eu le temps de révéler quoi que ce soit. Dans l'affaire de Boston de 1990, plusieurs membres de la mafia locale figuraient parmi les suspects. Mais au cours des 10 années suivantes, presque tous ont été abattus lors de règlements de compte. Ainsi, ce paysage de Rembrandt s'est peut-être perdu à jamais dans les sous-sols criminels. La deuxième hypothèse, le voleur dérobe un chef-d'œuvre pour ensuite négocier sa liberté. Un criminel expérimenté comprend qu'il finira par être attrapé et prépare un plan de secours. Le tableau célèbre volé peut devenir une monnaie d'échange lors des négociations avec les enquêteurs. Il existe des cas où le FBI a accepté de réduire une peine ou même de libérer un criminel s'il restituait volontairement un objet particulièrement précieux. Ces cas sont rares, mais les rumeurs circulent rapidement parmi les criminels. Il semble qu'un Rembrandt conditionnel puisse un jour racheter ta liberté. Il est tout à fait probable que certains vols audacieux aient été commis dans ce but précis. Enfin, la troisième hypothèse, les tableaux sont volés pour des collections secrètes d'excentriques milliardaires. En 1962, le premier film sur James Bond est sorti sur les écrans. Dans l'une des scènes, James est l'invité d'un riche méchant et y voit une toile de Goya, celle-là même qui avait été volée 1 an auparavant dans une galerie londonienne. Les auteurs du film ont habilement joué sur un événement réel et l'idée des chefs-d'œuvre disparus dans les sous-sols de milliardaires a fait son chemin. Et vous savez, elle a quelques fondements. Le fait est que sur le marché noir, la valeur des célèbres toiles chute à environ 10% de leur estimation sur le marché de l'art officiel. Mais si l'on considère qu'une telle œuvre est évaluée, disons, à 20-30 millions lors d'une vente aux enchères, le criminel peut théoriquement la revendre pour 2-3 millions. Cela représente un bénéfice tant pour lui que pour l'acheteur. Cependant, avant de procéder à un tel vol, le voleur doit déjà avoir un client prêt. Sinon, cela se termine comme avec le vol du musée néerlandais en 2012. Plusieurs Roumains ont emporté 7 toiles, dont des œuvres de Gauguin, Matisse et Manet, d'une galerie à Rotterdam. Et ce n'est qu'ensuite qu'ils se sont préoccupés de trouver un acheteur. Il s'avère que la valeur officielle de ces œuvres était de plusieurs dizaines de millions, ce qui était vrai. Au début, ils ont essayé de tout vendre pour 40 millions, sans succès. Ils ont ensuite baissé le prix à 4 millions, encore un échec. Finalement, ils ont tenté désespérément de se débarrasser des œuvres volées pour seulement 100 000 $. L'un des acheteurs s'est révélé être un policier déguisé. Les voleurs ont été arrêtés. Mais ce qui est intéressant, c'est que les tableaux volés n'ont toujours pas été retrouvés. Revenons maintenant à Tomisch. À l'aube, il roulait avec 5 tableaux dans le coffre et savait parfaitement quoi en faire. Au fil des années de travail, il avait établi les contacts nécessaires. Vran collaborait avec un entrepreneur français de 50 ans, nommé Carve, par l'intermédiaire duquel il écoulait ses butins. Celui-ci tenait une petite galerie
et savait que Tomisch tombait souvent sur des toiles précieuses. C'est pourquoi Carve avait remis à Vran une liste d'artistes dont les œuvres pourraient intéresser des clients. Parmi eux se trouvait Fernand Léger, et lors de sa reconnaissance au musée, Tomisch avait repéré son « Nature morte avec candélabre ». Pour ce tableau, Carve avait promis 40 000 €, si bien que Vran avait accepté avec empressement. Finalement, il n'a pas seulement pris Léger, mais 5 œuvres d'un coup, tout en lorgnant sur une 6e. Le galeriste Carve ne s'attendait pas à une telle ardeur, mais en réalité, il a également pris une toile de Modigliani, tandis que les autres trophées étaient cachés dans son débarras. Les nerfs étaient bien sûr à fleur de peau. Le vol faisait la une des journaux du monde entier, et les détails étaient analysés dans les nouvelles chaque jour. L'argent obtenu pour les œuvres volées, Tomisch l'avait caché chez une connaissance, et il ne savait pas encore que la police avait déjà établi son portrait robot. Lors d'une de ses incursions au musée, Tomisch a été remarqué par un jeune homme avec un skateboard. Celui-ci avait vu un type en sombre en train de fouiller près d'une fenêtre, mais il a pensé qu'il s'agissait d'un ouvrier et a continué son chemin. Lorsque la nouvelle du vol a éclaté, le skateur s'est immédiatement souvenu de ce type suspect et s'est adressé à la police. Il a décrit l'apparence de l'inconnu, mais cela n'a pas suffi. Il n'y avait pas de preuves sur les lieux du crime et la piste s'est rapidement refroidie. Ce n'est que 6 mois plus tard, lors d'une enquête, que le nom de Vran Tomisch a refait surface et il a été mis sous surveillance. L'écoute de son téléphone a révélé qu'il mentionnait parfois le vol au musée dans ses conversations. Et sur son répondeur, il avait même enregistré un message du genre « Si vous souhaitez acheter des tableaux, des antiquités ou des bijoux, contactez-moi ». Sur les photos, Tomisch ressemblait à cet homme en noir aperçu près de la fenêtre du musée. Ils ont commencé à le suivre. Il s'est avéré que Vran se préparait déjà pour un nouveau coup. Il cherchait des failles au Centre Pompidou, l'un des plus grands musées du monde. Il avait acheté des gants, des ventouses et d'autres équipements. Environ 1 an après le vol du musée d'art moderne, Tomisch a finalement été pris la main dans le sac, mais lors d'un autre incident. Il était entré dans un appartement richement décoré et la police l'y a arrêté. Parallèlement, le galeriste Carve et un autre intermédiaire qui l'aidait à écouler les œuvres volées ont également été appréhendés. Cependant, aucune œuvre n'a été trouvée chez eux. Tomisch a craqué et a même déclaré que ces œuvres lui appartenaient désormais de droit. Carve, quant à lui, a raconté que les policiers n'avaient pas remarqué les toiles chez lui et qu'une fois partis, il les avait détruites dans la panique. Peu de gens ont cru à cette histoire. Il était trop évident que tous les protagonistes de l'affaire aimaient l'art pour détruire des chefs-d'œuvre, mais le fait demeure. Les tableaux volés de 2010 n'ont toujours pas été retrouvés. Le procès n'a eu lieu que 6 ans plus tard, en 2017. Vran Tomisch a été condamné à 8 ans de prison. Déjà derrière les barreaux, il s'est mis à la peinture, réalisant de petites esquisses, bien qu'il avoue lui-même ne pas se considérer comme particulièrement talentueux. Les histoires de ces personnes sont généralement fascinantes en elles-mêmes, mais le sort des tableaux volés est tout aussi intéressant. En effet, il est probable qu'ils soient actuellement entassés quelque part, ou qu'ils embellissent la collection secrète de quelqu'un, et ils survivront presque certainement à leurs voleurs, ainsi qu'à nous tous. Il y a longtemps, la Joconde a été volée au Louvre, et cet acte audacieux a fait de la peinture une légende. Au début du XXe siècle, le simple fait de la disparition de la toile du musée a eu l'effet d'une bombe et a rapidement accru la renommée de ce chef-d'œuvre. On pourrait penser
que si l'une des œuvres volées en 2010 était retrouvée, elle deviendrait également légendaire. Cependant, les historiens de l'art en doutent. Au cours du dernier siècle, le vol de tableaux est devenu si courant qu'il est peu probable que cela augmente significativement leur popularité. Quoi qu'il en soit, seul le temps le dira. En travaillant sur cette histoire, on ne peut s'empêcher de se poser la question « Pourquoi tout ce tumulte ?» Qu'est-ce qui pousse certaines personnes à débourser des dizaines de millions pour des chefs-d'œuvre de la peinture, d'autres à commettre des crimes pour ces toiles, et d'autres encore à parcourir la moitié du monde pour les voir dans un musée? Après tout, aujourd'hui, il est possible d'admirer n'importe quelle peinture en ligne, en haute résolution. Peut-être que la réponse se trouve dans le célèbre roman « Le Chardonneret », et je vais essayer de le résumer. Imaginez, vous vous tenez dans un musée devant un original de Léonard de Vinci, c'est-à-dire devant une peinture que cet homme a réalisée il y a 500 ans. Sur la toile se trouvent les images et les pensées du maître de la Renaissance, et à travers les siècles, il essaie de vous transmettre quelque chose. Ainsi, en regardant la peinture, vous engagez un dialogue sans intermédiaire avec une personne ayant vécu il y a un demi-millénaire. Mozart ne jouera pas sa symphonie pour vous. Tolstoï ne lira pas son roman. Tout cela, nous ne l'entendons et ne le voyons que dans l'interprétation des artistes. En revanche, l'original de la peinture est une toute autre affaire.